Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième capsule sur lombalgie et course à pied. Alors, on s'était quitté la dernière fois en se disant que courir pouvait faire la promotion de la cicatrisation, pouvait faire la promotion de l'adaptation tissulaire et aussi désensibiliser le système nerveux central. Seulement, selon quelle modalité? En effet, il faudra être capable de savoir si la biomécanique de mon patient est appropriée ou pas. Si j'ai besoin de faire des interventions, j'utiliserai principalement le KISS Principle, c'est-à-dire Keep It Simple and Stupid. Et puis, il faudra que je dose mes interventions en utilisant la notion de quantification du stress mécanique. Donc, regardons un petit peu tous ces items. Déjà, qu'est-ce qu'est une technique efficace versus une technique inefficace? La science reconnaît une technique efficace comme celle qui fait la promotion d'une attaque proche du centre de gravité, avec un angle pied-sol relativement fermé, peu de déplacement vertical, une cadence aux alentours de 180 pas par minute, une faible vitesse de force d'impact et un temps de contact au sol relativement court. Et si en plus vous souriez, votre économie sera à son top niveau. Inversement, une technique inefficace, elle, ferait l'encouragement d'une attaque talon loin du centre de gravité avec un angle pied-sol important, beaucoup de déplacement vertical, une cadence aux alentours de 160 pas par minute, un temps de contact au sol long et des vitesses de force d'impact beaucoup plus importantes. Alors, pour autant, comment je peux faire passer un patient qui a une technique inefficace vers une technique efficace? Il faut savoir que aujourd'hui, le patron de course avec une technique inefficace est retrouvé essentiellement chez les patients qui courent avec des grosses chaussures. Inversement, le patron de course efficace est essentiellement retrouvé chez les populations qui ont une culture du pied nu ou de la chaussure minimaliste. Pour faire passer de l'un à l'autre, je peux faire des interventions subtiles, induites, comme le fait d'augmenter la sensation du pied, diminuer l'interface entre le pied et le sol. Je peux augmenter la cadence ou bien je peux aussi faire des interventions volontaires, comme le fait de dire à quelqu'un attaque sur l'avant-pied par exemple, mais ce sera de loin la plus dangereuse, donc ce sera celle à laquelle j'aurai le moins recours. Alors, le KISS Principle, c'est quoi? C'est Keep It Simple and Stupid. Ça veut dire que 90% de mes interventions s'articuleront entre le moins de chaussures, l'augmentation de la cadence et le moins de bruit. Le moins de chaussures, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on sait que si on court avec des grosses chaussures, effectivement, on protège le pied. Pour autant, on ne protège que le pied. Ça veut dire qu'on charge d'autant plus le genou, la hanche et le dos. Inversement, quand on court avec une plus fine chaussure, on diminue la charge sur les articulations proximales. Par contre, on augmente fortement la charge au niveau de la chaîne postérieure, du mollet, du tendon d'Achille, du fascia plantaire et du pied. On a demandé à 49 experts sur la planète, il y a 2-3 ans, de définir ce qu'était une chaussure minimaliste. Alors, ils ont proposé une définition et une chaussure minimaliste tenait compte de 5 critères. Enfin, pour quantifier l'indice minimaliste d'une chaussure, on tenait compte de 5 critères, c'est-à-dire du poids, de la flexibilité, du drop, de l'épaisseur de la semelle et de la technologie embarquée. Et ainsi, on peut ranger les chaussures sur une échelle de la plus minimaliste qui simule la course pieds nus à la moins minimaliste qui correspond à la plus grosse chaussure. Pour changer une biomécanique, il faut que j'aille vers un indice minimaliste aux alentours de 70%. Pour autant, si j'ai un patient qui part avec une habitude de course avec une chaussure aux alentours de 20%, il faudra que je sois extrêmement prudent dans l'intégration de cette nouvelle chaussure. On parle généralement d'une minute de plus à chaque entraînement et environ 1 à 2 mois par 10% de l'indice minimaliste. Ça veut dire que pour ce patient-là, il lui faudra aux alentours de 5, 6, 8 mois, dépendamment du type de patient, pour être capable de faire l'ensemble de son volume avec cette nouvelle chaussure. L'autre intervention extrêmement intéressante est le fait de ne pas faire de bruit. En fait, il y a une étude de Crebaille qui est extrêmement intéressante dans le sens où ils ont comparé un groupe qu'on faisait courir sur tapis, à qui on mettait un accéléromètre tibial, on leur demandait de diminuer via l'objectivation sur biofeedback la vitesse de force d'impact, et un autre groupe à qui on a dit, écoutez, juste faites moins de bruit. Et en fait, les deux interventions étaient aussi efficaces pour réduire les forces d'impact. Donc autant faire low-tech et efficace, faire moins de bruit sera une intervention redoutable. La troisième intervention, c'est sur la cadence. La grande majorité des coureurs récréatifs courent avec une cadence aux alentours de 155, 160 pas par minute. Le fait d'augmenter la cadence va avoir un certain nombre d'effets sur l'ensemble du squelette en diminuant
la charge sur l'ensemble des articulations, mais aussi en diminuant le temps de contact au sol, en diminuant le déplacement vertical, le travail musculaire et en augmentant le running économie. Alors bien évidemment, pour certains, le chiffre en or, ce sera peut-être 176, pour d'autres, ce sera peut-être 184. En tout cas, le fait d'augmenter la cadence, dans de nombreux cas, sera une intervention extrêmement sécuritaire et extrêmement efficace. Alors, comment je fais ces interventions? À partir du moment où je fais une intervention, je vais induire un changement. Et tout changement doit être induit de façon extrêmement graduelle et prudente. Pour ça, l'outil principal, c'est la notion de quantification du stress mécanique. La quantification du stress mécanique, elle repose sur le fait que nous ne sommes pas faits sur un modèle mécanique, mais sur un modèle biologique, dans lequel le corps s'adapte en fonction des contraintes auxquelles on l'expose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je n'expose pas mes structures à de la contrainte, elles dégénèrent. Si je grandis avec des chaussures ultra protectrices, mes muscles de mes pieds vont avoir tendance à ne pas travailler, donc à dégénérer. Et ça va faire le siège de la fragilité. D'un autre côté, si je dépasse régulièrement ma ligne rouge et que je n'attends pas suffisamment entre deux stimulations et que à chaque fois je suis au-dessus de ma capacité à subir de la contrainte, petit à petit je vais faire le siège de la mésadaptation et notamment de la pathologie chronique. Et là, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Donc tout l'enjeu, ce sera, et c'est tout l'art du thérapeute, ce sera de déterminer avec les patients quelle est la bonne dose au bon moment d'intervention et de graduer ces interventions et ces temps d'exposition en fonction de ses capacités d'adaptation. Donc le thérapeute qui aura été formé à la clinique du coureur sera à même de reconnaître les caractéristiques du patient, de la pathologie dont il souffre, de la période ou du stade de cette pathologie pour pouvoir optimiser sa prescription de changement, sa prescription d'intervention et la personnaliser au maximum. Alors bien évidemment, toute intervention sera basée sur le fait qu'on aura objectivé lors d'une évaluation de la biomécanique une efficacité de l'intervention quant au fait de changer des paramètres de la biomécanique qui nous semblaient à risque quant au fait, par exemple, de surexposer le dos ou d'avoir une biomécanique non efficace ou dangereuse. Donc, à chaque intervention, on s'assurera que le patient intègre cette intervention-là et que cette intervention est efficace pour régler les problèmes de biomécanique. Alors, qu'est-ce que je voudrais que vous reteniez de ces 3 capsules course à pied et lombalgie? La première, c'est que la course à pied diminue l'incidence des pathologies lombaires. La deuxième, c'est qu'une grande majorité des gens qui ont mal au dos ont moins mal quand ils courent. La troisième, c'est que dans certains cas, il faudra reconnaître les patients chez qui il faudra diminuer, voire interrompre complètement la pratique de la course à pied. Il faudra reconnaître les pathologies spécifiques et les contre-indications. Et puis, courir pourra être un excellent médiateur pour la prise en charge des pathologies chroniques et bien évidemment sera extrêmement intéressant pour encourager un bon vieillissement de l'ensemble de notre squelette. Il faudra s'assurer d'avoir une biomécanique la plus efficace, la plus protectrice